Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience personnelle sur Razer, une plateforme sur laquelle j'ai investi sur 7 projets et sur laquelle je suis depuis plus de 4 ans maintenant. C'est une plateforme qui, comme toutes les plateformes de crowdfunding immobilier, subit la crise immobilière et je pense qu'il est important de faire un update sur ces plateformes-là en ce moment. Donc vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il peut sembler intéressant en 2025 de continuer à investir sur Razer? Razer, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier, donc de financement de projets immobiliers, créée en 2014. On a donc un historique de plus de 10 ans aujourd'hui et qui est réglementé par l'AMF par le statut PSFP, donc plateforme de services en financement participatif. C'est le nouvel agrément pour toutes les plateformes de crowdfunding. Ça a d'ailleurs été une des premières à l'obtenir, comme on le voit à son numéro d'agrément. En crowdfunding immobilier, donc principalement aujourd'hui détenu par le groupe Empruntis, qui n'est pas un énorme groupe, mais qui est quand même un soutien qui peut être intéressant dans un moment difficile, faire partie d'un groupe qui est capable éventuellement de réinjecter pour pouvoir continuer à opérer est intéressant. D'ailleurs, on voit que certaines plateformes commencent à disparaître ou sont sur le marché pour pouvoir trouver des acquéreurs. Mon expérience personnelle, c'est 7 projets. J'en ai 3 remboursés, 3 en défaut, 1 en cours. Donc 4 en cours exactement, mais 3 des projets en cours sont en défaut. On pourrait penser que je vais avoir un avis extrêmement négatif, mais justement, ça me permet un petit peu de voir en défaut et de prendre un pas de recul et de se dire, est-ce qu'effectivement, c'est une plateforme qui sait les gérer, ces défauts-là? C'est pour moi, aujourd'hui, je pense que je suis très bien placé pour pouvoir répondre à cette question. Je vais ouvrir en même temps les points forts parce que pour moi, c'est un point fort. Comme je vous l'ai dit, j'ai 3 projets en défaut et pour moi, le suivi des projets qui sont actuellement en recouvrement, en défaut, est quelque chose qui est relativement intéressant. Il y a des choses à améliorer, on va en parler un peu plus tard, mais globalement, on a une plateforme qui est capable d'activer rapidement les garanties. Et moi, c'est ça que je demande à une plateforme. C'est une plateforme qui est capable, qui même si elle sait que ça va lui coûter un peu d'argent, parce que activer des garanties et faire le suivi au travers du processus judiciaire, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça coûte de l'argent, pardon. Eh bien, c'est une plateforme qui est capable de le faire. Et l'une des plateformes qui est capable de le faire avec le plus de réactivité. Je me souviens d'un projet qui vraiment dérivé, où l'entrepreneur faisait un petit peu n'importe quoi. Dans les 15 jours suivant la date de fin de l'obligation, on était propriétaire du terrain parce qu'on avait pris une fiducie sûreté sur la société qui détenait le terrain. Donc, on a quand même une plateforme qui est capable de mettre en place les choses et qui essaye de travailler dans l'intérêt des investisseurs. Et ça, c'est déjà un point qui est extrêmement fort chez Razer et ce qui contraste un petit peu, qui permet d'apporter un petit peu de contraste à ce bilan qui, de mon côté, est un peu négatif. Donc, une transparence qui est relativement exemplaire. On peut avoir des délais dans les communications, mais on a toujours un statut et des réponses aux questions avec un forum de questions sur lequel vous pouvez poser vos questions sur chaque projet. Aussi un suivi qui est relativement détaillé, ce qui n'est pas le cas pour toutes les plateformes. Bien sûr, bien souvent, les plateformes vous donnent un contexte un peu général, vous donnent quelques informations. Là, on a quand même généralement des informations qui sont plutôt argumentées. Ça va avec la gestion active des retards également que je vais remonter, qui est le suivi des recouvrements, où on a un suivi qui est aussi renforcé en cas de défaut. On a des pénalités de taux qui peuvent être relativement significatifs, jusqu'à 3%, 2-3% généralement, s'il y a un retard et qu'on décide de prolonger le projet. Donc, on a quand même une gestion qui est plutôt saine des retards et qui me semble, moi, relativement pertinent. Ce qui est, encore une fois, important dans le contexte actuel. On a aussi une diversification géographique qui est un petit peu unique chez Razer. On va avoir beaucoup de projets dans les dom-toms, beaucoup de projets en Corse et en Italie. Alors, attention, chacune de ces localisations va connaître des risques spécifiques. Par exemple, pour les dom-toms, on peut prendre le fait qu'il y a une chaîne logistique qui est plus complexe, puisqu'il faut importer certains matériaux. Et donc importer sur une île un peu isolée potentiellement. On a des risques naturels. On a un environnement administratif local qui peut être un peu différent de ce qu'il y a en métropole. Et donc tout ça, il faut éviter notamment les personnes qui sont origines de métropole et qui vont se dire pour une fois je vais faire un projet en dom-tom. C'est généralement une mauvaise idée. Il faut mieux que les personnes soient des spécialistes de la dom-tom. Pareil en Corse, on est quand même sur un contexte insulaire, donc il y a des complexités supplémentaires. Ensuite, on a la section de projet qui est un petit peu à cheval entre point fort et point d'intention pour une raison assez simple, c'est que j'ai bien le cul entre deux chaises sur ce critère-là. On va avoir certains projets qui vont être très bons, avec des garanties, parfois des loan to acquisition. Donc, on va lever par exemple 500 000 euros et puis la valeur du bien qui est acheté en contrepartie et qu'on va avoir en garantie va être de 800 000 euros, 1 million d'euros. Ça arrive. Et ça, ce sont des garanties qui sont très fortes. Par contre, parfois, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les grilles en interne chez Razer, eh bien, on va avoir des projets qui, au contraire, vont être
beaucoup plus risqués. Et donc, il y a une panel de projets relativement large. En tout cas, de mon analyse, le panel est relativement large en termes de risque. Et il convient de faire une analyse relativement poussée des projets pour être certain de limiter les risques. Pour l'analyse, comme d'habitude, je vous mets le lien de mon canal Telegram sur lequel vous pouvez échanger avec les autres investisseurs, mais aussi lire simplement mes analyses. J'analyse très régulièrement des projets Raiser, donc je vous invite à rejoindre cette communauté. On a aussi, on est partenaire avec Raiser, donc vous avez le code parrain. Donc si vous inscrivez, pensez à inscrire le code parrain IF50, ça vous permet d'obtenir 50 € sur 2 projets, sur vos 2 premiers projets. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant en sachant que 50 €, ce sont des tickets minimum à 1000 €. Donc ça fait 5% du projet que vous avez immédiatement redonné sur 2 projets. Leur but, bien sûr, c'est de vous faire réinvestir régulièrement sur la plateforme au travers de ce bonus. Passons maintenant quand même au point d'attention, c'est que on va avoir un taux de retard qui aujourd'hui est très élevé. On va approcher tout doucement des 50% de retard sur Raiser. Aussi parce que la plateforme n'a pas connu une croissance significative dernièrement. Donc forcément, qui dit qu'il n'y a pas de croissance dit que les projets qui se passent bien finissent par se rembourser et que il reste les projets qui sont un peu en difficulté, plus quelques projets financés récemment. On a une diminution des volumes, donc ce qui explique cet aspect-là, mais pas seulement. On a quand même, comme je le disais, des projets qui étaient pour moi significativement plus risqués et sur lesquels on va avoir des retards plus importants parce que plus de risques égale plus de risques de retard, tout simplement, sur un projet. Et par contre, du fait de la réactivité de la plateforme, du fait de son sérieux avec lesquels est réalisé le recouvrement, je pense que ça va être une des plateformes sur lesquelles on va avoir une bonne surprise. D'ici 1-2 ans, il faudra faire un point sur le recouvrement, parce que le recouvrement prend plusieurs années, soyons clairs. Et je pense que ça peut être une des très bonnes surprises sur le long terme, en termes de pertes. On pourrait avoir, même s'il y a un taux de défaut élevé, même si on a beaucoup de retard, on pourrait être sur un taux de perte qui va ne pas être si important que ça, même pendant une période de crise. Parce que, faut le rappeler, Raiser existe depuis 2014, finance depuis 2014, a remboursé de nombreux projets quand même, et tout s'est très bien passé jusqu'à, grosso modo, 2021-2022. Là, on va connaître forcément quelques difficultés sur certains projets, quelques pertes sur certains projets. On a aussi une communication qui est globalement un peu limitée sur les projets qui se passent bien, sur les projets qui sont en cours. On va avoir 1-2 messages par an. C'est insuffisant. C'est clairement insuffisant et ça ne nous indique pas un suivi très fin pendant la période du projet. Donc au moins pendant, on va dire, les 75 premiers pourcents du projet, la plateforme va laisser le projet un petit peu faire sans faire un suivi un peu plus pointu. Et ça, je pense que c'est dommage parce que ça permettrait aussi de montrer à l'entrepreneur qu'il est un peu fliqué. Et s'il est fait et qu'on n'en a pas de reporting, c'est dommage un petit peu de ne pas nous le faire parce que vous faites la majorité du travail au travers des contacts réguliers avec l'opérateur. À ce moment-là, merci, ce serait bien de nous faire un petit reporting. Et par contre, dès lors qu'on s'approche de l'échéance, dès lors qu'il y a un problème, on a vraiment une réactivité qui est un peu plus accrue de la part de Raiser. Donc, il ne faut pas non plus cracher sur la soupe. Je marque qu'elle est à parfaire. Parce que comme beaucoup de plateformes, souvent on va nous donner un rendez-vous, par exemple, il va y avoir une intervention ou une audience en justice à telle date, et puis on n'a pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois. On pourrait avoir un premier compte-rendu pour nous dire, écoutez, l'audience s'est passée, on a un renvoi à telle date, et puis voilà, pour le moment on est en attente. Assez rapidement, je pense que ça permettrait de gagner un petit peu finalement en temps même pour eux, puisque souvent c'est des questions qui reviennent régulièrement et auxquelles ils doivent répondre parce qu'ils temporisent pour avoir une communication qui est ils les font par bloc quand c'est comme ça. Ils essayent d'avoir un certain nombre de news pour pouvoir publier. Moi, je trouve que c'est pas forcément obligatoire et que c'est pas forcément la meilleure pratique. Et enfin, sur les informations de projet, donc sur les descriptions de projet, elles sont globalement bien faites, un peu courtes. J'aimerais avoir un peu plus de contexte, notamment sur le marché, sur différents aspects de la commercialisation, sur différents aspects. Mais force est de constater que quand même, on a pas mal d'informations intéressantes. Encore une fois, on a quasi systématiquement aucune information sur la GFA. On a régulièrement des informations manquantes sur la commercialisation. Pour moi, ce sont des critères qui sont hyper importants. On investit d'avoir ce genre de détails parce que tout se joue là-dessus. Tout se joue sur, la commercialisation, est-ce qu'on a beaucoup de conditions suspensives actuellement? S'il y a beaucoup de conditions suspensives, ça veut dire qu'on peut penser que beaucoup de la commercialisation va juste ne pas aboutir parce qu'il va y avoir des difficultés. Bref, tout ça fait que on pourrait avoir encore un niveau d'information qui est meilleur et permettrait, justement, comme il y a des projets un peu plus risqués, de discriminer encore mieux les projets les plus risqués des projets les plus prometteurs pour nous permettre d'investir sur les projets qui correspondent le mieux aux critères de chacun. En conclusion, moi j'ai un avis qui
est plutôt positif. Quand même, le taux de retard me met un petit warning actuellement et c'est une plateforme sérieuse, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Cependant, je pense qu'il sera intéressant de refaire un point dans 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir eh bien, se dire, bah voilà, on a eu ce taux de retard-là qui était élevé à un moment. Aujourd'hui, bah, le marché de l'immobilier a repris, donc le taux de retard a baissé. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes entre deux? Ça va être un des points intéressants à regarder. Moi, globalement, c'est une plateforme sur laquelle je vais continuer d'investir de temps en temps quand il y aura des très bonnes opportunités, parce que je suis très sélectif, vous l'avez compris, sur ce projet. Je partage, comme toujours, mes analyses donc dans le Telegram. Quand il y aura un projet très intéressant, je ne me le garde pas pour moi, je le diffuse à tout le monde et puis bah, et c'est qui pourra avoir les premières places. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc rejoignez le Telegram, utilisez le code parrain pour aider Investir Facile et montrer à Raiser aussi qu'ils ont raison de nous faire confiance. Voilà mon avis sur la plateforme Raiser. Vous le savez, depuis quelques semaines, on travaille sur de nombreux avis et on va continuer d'en publier dans les prochaines semaines. Donc, pensez à vous abonner. Pensez aussi à mettre un commentaire et à nous dire si vous êtes plutôt satisfait de Raiser ou non, quels sont les problèmes ou au contraire les points positifs que vous rencontrez. Et ça permettra à d'autres investisseurs de se faire un avis plus complet qui ne sera pas uniquement basé sur mon avis à moi. Donc, j'attends vos retours d'expérience et je vous dis à très vite.